Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct chaque jour sur Bismart à la mi-journée 12h30, 13h et le soir la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le besoin d'une pause peut-être sur les marchés, notamment sur les marchés actions. L'idée est en train de s'installer avec une baisse de l'ordre de 1% pour les actions européennes à mi-séance en Europe. Le CAC 40 recule d'1,2%, autour de 6220 points pour le CAC 40 cash. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct, alors que les premières grandes publications arrivent. On parle des publications des chiffres d'affaires trimestriels pour quelques grands groupes du CAC 40. Atos et Danone ont publié leurs chiffres ce matin. On attend ceux de Kering ce soir après la clôture du marché européen. On notera que Atos et Danone sont un peu embarqués dans la même histoire aujourd'hui avec des groupes qui affichent une baisse de leurs ventes au premier trimestre. Atos accuse une baisse de 3,9% de sa croissance organique et va lancer une revue stratégique de ses actifs. Atos qui promet par ailleurs des éclaircissements sur les erreurs comptables qui ont été identifiées dans deux de ses filiales américaines qui représentent 11% de son chiffre d'affaires et 9% de sa marge opérationnelle. Le titre Atos est en baisse, la plus petite capitalisation du CAC 40 désormais. Et puis Danone, là aussi une histoire de décroissance sur le premier trimestre encore pour le groupe avec une baisse des ventes de 3,3% et on notera notamment la chute assez importante pour la division eau qui sont distribuées, les eaux de Danone généralement dans les restaurants ou les lieux de loisirs en grande majorité. Une chute de 12% quasiment pour les ventes d'eau sur les 3 premiers mois de l'année 2021. Le groupe Danone qui a par ailleurs confirmé ses objectifs annuels. Et puis on parlera de consolidation dans le secteur de l'industrie patrimoniale avec un acteur de référence, Groupe Premium, qui est prêt d'ailleurs à accueillir un nouvel actionnaire majoritaire avec l'arrivée d'Eurazeo PME. Les négociations sont en cours, négociations exclusives entre les deux sociétés. Groupe Premium qui va pouvoir ainsi accélérer sa stratégie pour déployer effectivement encore plus de croissance sur ce marché de la distribution de produits d'épargne, d'assurance vie, d'épargne retraite et de gestion d'actifs, puisque c'est une des grandes activités également de Groupe Premium. Son président sera avec nous pendant cette demi-heure en plateau. Une séance de baisse pour les actions européennes à mi-parcours de cette journée boursière. Le résumé complet, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. La tendance est en recul à la mi-journée à la Bourse de Paris, une tendance qui dure depuis l'ouverture dans le sillage, des clôtures dans le rouge à Wall Street également. Les indices américains ont en effet marqué le pas hier, plombés notamment par les valeurs technologiques, mais aussi par des prises de bénéfices à la suite des records atteints vendredi. À Paris, la séance du jour est essentiellement tournée vers les publications d'entreprises. 3 composantes du CAC 40 publient d'ailleurs leurs résultats aujourd'hui, dont 2 ce matin. Première salve des 12 publications d'entreprises du CAC 40 attendues cette semaine à Paris. Avant de parler des valeurs, les investisseurs ont pu noter ce matin que les prix à la production en Allemagne progressent de 0,9% sur un mois au mois de mars, mais aussi de 3,7% sur un an. Et du coup, retour du côté des valeurs, les investisseurs ont pu prendre connaissance tout d'abord des résultats d'IBM aux États-Unis. IBM qui dépasse les attentes en annonçant une croissance de 1% de ses ventes à 17,7 milliards de dollars, soit plus que les 17,3 milliards de dollars anticipés. Des résultats portés notamment par la division cloud de l'entreprise qui croît de 21% sur la période. Pour l'ensemble de l'année, IBM annonce être confiant sur la progression de son chiffre d'affaires. À Paris à présent, Danone annonce un repli de 3,3% de son chiffre d'affaires au premier trimestre de l'année. En lien avec les mesures de restriction toujours en place, le groupe agroalimentaire estime cependant être en mesure de renouer avec la croissance organique dès le second semestre de cette année, tout en confirmant attendre une marge opérationnelle courante globalement en ligne, selon les mots de l'entreprise, avec celle de 14% atteinte par le groupe en 2020. À Paris toujours, Atos annonce lui aussi un chiffre d'affaires en recul de près de 2% à taux de change constant sur le premier trimestre 2021. Il ressort à 2,692 milliards d'euros sur la période. En cause, la pandémie selon le groupe qui pointe tout de même la résilience de ses activités services financiers et assurances ou encore santé et sciences de la vie. Atos souffre cependant du recul de son activité industrie en Allemagne notamment, ce qui n'empêche pas le groupe de confirmer ses objectifs pour l'ensemble de l'année 2021, à savoir une prévision de chiffre d'affaires en croissance de 3,5 à 4% à taux de change constant.
M6 annonce de son côté un chiffre d'affaires en recul de 7,7% au premier trimestre toujours. Le groupe audiovisuel très courtisé depuis l'annonce de la cession d'une partie de son capital par son principal actionnaire se félicite en revanche d'avoir réussi à atteindre une marge opérationnelle de 21,7% sur la période, grâce notamment à des efforts réalisés en matière d'économie. Et à Paris toujours, Plastic Omnium rompt avec la tendance de son côté et annonce une croissance de son chiffre d'affaires de 4,8% à change constant, grâce notamment à ses activités en Asie, mais aussi à son activité module qui construit ou équipe notamment les cockpits de voitures. Sur l'ensemble de l'année, Plastic Omnium confirme ses objectifs avec un fort rebond de chiffre d'affaires anticipé et une marge opérationnelle à 6% du chiffre d'affaires. On continue à Paris avec Air France qui annonce de son côté que son augmentation de capital a été réalisée avec succès. Une augmentation de capital d'un peu plus d'1 milliard d'euros finalement. Suite à l'exécution du plan global de soutien accordé au groupe qui prévoyait également la transformation d'un prêt de l'État français de 3 milliards d'euros en titre hybride. La participation de l'État français atteint désormais 28,6% du capital de la compagnie aérienne. Et on finit ce point de la mi-journée avec les résultats de GTT qui annonce de son côté un chiffre d'affaires de 88 millions d'euros au premier trimestre. Il recule de 15% sur un an alors que le premier trimestre 2020 était encore porté par la dynamique des commandes de 2018 et 2019. Le chiffre d'affaires lié à l'activité service de l'équipementier naval progresse cependant de 55%. On note que GTT confirme d'ailleurs ses objectifs pour 2021, à savoir un chiffre d'affaires entre 285 et 315 millions d'euros. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Quelques remarques sur l'actualité des marchés avec Laetitia Baldeschi pour entamer cette demi-heure de Smart Bourse, directrice des études et de la stratégie de CPR Asset Management avec nous par téléphone. Bonjour et bienvenue Laetitia. Bonjour. Merci d'être là. Peut-être revenir avec vous sur les chiffres chinois qui ont été publiés en fin de semaine dernière. Alors, croissance spectaculaire sur un an, le rebond est impressionnant, quasiment 19% de hausse pour la croissance chinoise sur un an, j'entends, au premier trimestre 2021. Laetitia, au-delà des chiffres, c'est intéressant de voir peut-être la dynamique que prend aujourd'hui l'économie chinoise après la phase de rattrapage. Vous avez cette conviction, Laetitia, que l'économie chinoise n'a jamais été autant administrée. Parlant d'une économie dont tout le monde sait qu'elle est déjà très administrée, qu'est-ce qui vous donne ce sentiment et cette conviction aujourd'hui, Laetitia ? Oui, Grégoire, c'est vrai qu'on est toujours un peu surpris chaque fois par les chiffres chinois. Et ce qui finalement est intéressant, c'est de regarder dans le détail, enfin le peu de détails que l'administration chinoise veut bien nous donner. Et quand on gratte un petit peu, on peut essayer de décoder quelques messages. Et il me semble qu'il faut d'abord voir ce que veut nous communiquer le gouvernement chinois. La croissance va bien, le rebond perdure, s'amplifie, 18,3% de hausse en glissement annuel, c'était ça le message. Tout va bien en Chine, on a un chiffre exceptionnel. Rappelons-nous juste qu'il y a un effet de base énorme puisque le point bas en Chine de la croissance, c'était le premier trimestre, contrairement à ce qui s'est passé dans le reste du monde. Deuxième chose, en même temps que ce chiffre, on publie les chiffres de production industrielle, investissement, vente de détail, uniquement sur le mois de mars. Quand on regarde, le seul qui était bon dans tous ces chiffres, c'était celui des ventes de détail qui continue d'accélérer. Message clair, l'économie chinoise est en train de se rééquilibrer vers la consommation. C'est en tout cas ce qu'on essaie de nous dire. Alors derrière ça, qu'est-ce qu'on a comme autre détail sur la croissance trimestrielle chinoise ? Rien. Pas grand-chose, puisque la publication, c'est juste une variation trimestrielle, une variation en glissement annuel. Variation trimestrielle, plus 0,6%. C'est très peu. Quand on regarde l'historique, en moyenne, on est toujours autour de 1,2%, 1,5% de croissance trimestrielle. C'est très lissé, habituellement. Pourquoi si peu ? Alors que, quand on regarde, les chiffres de toute l'année 2020 ont tous été révisés. Et révisés surprenamment à la hausse, alors qu'on a déjà la publication de la croissance annuelle 2020. Donc finalement, quel intérêt ? Eh bien, on se rend compte que
cela a un intérêt. Cela fait monter, cela optimise en fait l'acquis de croissance en fin d'année 2020. Ce qui permet de donner une marge de manœuvre supplémentaire aux autorités chinoises. C'est très malin. Rappelons-nous, l'objectif officiel de croissance, c'est une croissance supérieure à 6%. Tout le monde s'était étonné en disant mais quel objectif très bas. Deuxièmement, deuxième étape, je dirais, là, on optimise l'acquis de croissance de 2020. Ce qui veut dire qu'on se donne encore plus de marge de manœuvre. On était avec un acquis de croissance à 5,9, on passe à 6,3, fin quatrième trimestre 2020. Avec la croissance enregistrée au premier trimestre, on est déjà à 7%. Donc, ils sont tranquilles. Maintenant, si on n'a plus de croissance sur les 3 prochains trimestres, on affichera 7% de croissance annuelle moyenne. Vous voyez l'interprétation? Et donc, ça donne la priorité, ça laisse, je dirais, du champ de manœuvre pour les autorités, pour faire la régulation, rééquilibrer, revoir la politique d'endettement, renforcer le contrôle sur les entreprises publiques, et j'en passe, c'est des meilleurs. Il faut se souvenir de ce que disait Churchill, je crois, sur les statistiques, mais c'est pour ça que c'est important de décrypter quand même justement ces statistiques, ces effets de base et les messages qui sont envoyés derrière par la Chine. Qu'est-ce que ça nous dit justement de la stratégie chinoise pour cette année 2021, Laetitia? Quel est leur objectif, on va dire, de court terme là, pour cette année? Court terme, pour moi, c'est revenir à l'assainissement de la situation financière. Donc reprendre en main le secteur financier, reprendre en main tous les secteurs qu'ils avaient laissés. C'est toujours leur politique. Quand on veut développer un secteur, on le laisse faire, on laisse les forces de marché. Donc ce qu'on avait fait notamment pour les plateformes Internet, tous les grands groupes. Aujourd'hui, attention, trop de pouvoir. Une situation maintenant de monopole ou de forte situation concurrentielle, donc plus de souci de développement de ce type d'activité, donc le parti reprend la main. Et c'est vraiment ça, c'est une économie entièrement administrée par le Parti communiste chinois. N'oublions pas, c'est une année d'anniversaire, il faut reprendre la main, il faut avoir le contrôle, et notamment le contrôle des données. Et on a bien vu l'épisode Alibaba, avec notamment la filière Ant, donc la filière de transactions financières, et la reprise en main du gouvernement sur ce domaine-là. Donc pas de dérapage, et on recontrôle, on évite le surendettement. On voit les annonces petit à petit de défauts sur les obligations, notamment de grands groupes publics. Donc il y a une vraie volonté de reprendre en main, de donner des signaux importants aussi aux investisseurs étrangers, de leur montrer qu'on laisse une entreprise faire faillite quand elle a besoin de faire faillite. Enfin voilà, il y a vraiment un sentiment de reprendre un contrôle sur certains axes de développement. Avec évidemment, quand on regarde les choses de manière globale, l'idée que la Chine est à contre-courant de ce qui se passe ailleurs dans le monde, où on déploie des efforts budgétaires sans précédent avec l'interdiction de faire faillite en Europe. On protège au maximum le capital industriel, le capital productif aujourd'hui encore en Europe. D'ailleurs, ça nous permet peut-être de dire un mot des mouvements qu'on observe sur les marchés obligataires américains et européens. Laetitia, on voit des taux longs américains qui ont rebaissé un petit peu là depuis le début du mois d'avril, alors que les taux européens ont plutôt tendance à remonter légèrement. Je parle de petits mouvements parce qu'il faut regarder ça à la loupe, mais est-ce qu'il y a déjà des enseignements à retirer de cette dynamique de marché qui semble peut-être changer, Laetitia? Il est vrai que les mouvements de taux, notamment américains, nous ont un peu surpris puisqu'ils commençaient à baisser alors qu'on nous annonçait des chiffres exceptionnels de consommation avec les ventes de détail qui ont explosé au mois de mars. Donc on était un petit peu surpris. Je crois qu'il faut toujours se rappeler que les marchés sont dans l'anticipation du coup d'après, on va dire. Et qu'est-ce qu'on sait? Eh ben, la politique budgétaire américaine a été exceptionnelle, par son ampleur, sa rapidité. Donc les chèques ont été distribués aux ménages, ils sont dépensés. On l'a vu, les hausses de vente de détail. On voit même dans les exportations chinoises vers les États-Unis, on exporte des biens. Donc les Américains ont acheté des biens chinois, donc ce qui est sympa pour l'économie chinoise, soit dit en passant. Voilà, les jeux sont quasiment faits, je dirais. On est en phase de réouverture. On le voit sur l'activité dans les services notamment. Donc tout ceci est bien intégré et je dirais pricé.
si je peux me permettre, par les marchés. Et donc, le coup d'après, c'est la normalisation de cette économie américaine. A contrario, en Europe, où on était d'un pessimisme terrible, parce qu'évidemment, des enveloppes budgétaires qui étaient bien moins impressionnantes que les enveloppes américaines, et puis surtout cette vaccination qui prenait du temps, le regain des contaminations. Donc, on était dans une phase vraiment en se disant, cette économie européenne ne va pas redémarrer aussi vite. Bon, mais maintenant, on a le sentiment que là aussi, on passe à l'étape d'après. En gros, on commence à parler de réouverture dans certains endroits en Europe. Alors, c'est évidemment pas encore tout à fait, mais même en France, on a commencé à discuter des modalités d'ouverture de la restauration. Donc, voilà, on sent bien qu'on va passer à quelque chose d'autre, que la vaccination avance, quoi qu'on... Souvent, on est un peu inquiet, mais elle avance, elle prend de l'ampleur. Donc, on va vers le mieux. Et je crois que, quelque part, les marchés de taux rééquilibrent, si vous voulez, les choses en disant, finalement, en Europe, c'est pas si terrible que ça, et on va vers le mieux, et donc on remonte un petit peu. Clairement, on a un ajustement de cet ordre, nous semble-t-il, et qui se traduit d'ailleurs par la parité euro-dollar. Oui, bien sûr. Qui suit très très bien l'écart de taux États-Unis, zone euro. Ouais, l'euro-dollar repassé au-delà de 1,20 et en direction de 1,21 avec sur le marché obligataire un 10 ans français qui est repassé légèrement positif depuis hier et un 10 ans américain qui se maintient autour de 1,60 à la mi-journée. Merci beaucoup Laetitia. Laetitia Baldeschi avec nous par téléphone, directrice des études et de la stratégie de CPR Asset Management. C'est l'une des grandes actualités de l'industrie patrimoniale française depuis quelques semaines. On en parle avec Olivier Farouz, le président de Groupe Premium. Bonjour Grégoire. Bienvenue. L'actualité qui vous concerne, c'est déjà le changement d'actionnariat qui est en train de se mettre en place puisque vous êtes en négociation exclusive avec Eurazeo, la division Eurazeo PME, qui va devenir votre non seulement actionnaire de référence, mais votre actionnaire majoritaire. C'est ça, c'est ce qui est prévu dans le plan. Olivier, comment s'est fait la rencontre? Alors il faut dire un mot, le périmètre de Groupe Premium, on parle de solutions d'épargne, évidemment, à travers du courtage, distribution de produits d'assurance vie, de produits d'épargne retraite, et puis un pôle également dédié à la gestion d'actifs avec la marque Flornoy notamment. Comment s'est fait la rencontre avec Eurazeo PME, Olivier? Alors d'abord, on a commencé un process, comme vous l'avez dit, on était déjà avec Montefiore Investment depuis avril 2018. On a commencé un process qui a été finalement extrêmement court puisqu'il a duré un tout petit peu plus d'un mois avec Cambon Partners et David Salabi. Et puis une rencontre qui a été souvent une rencontre humaine, et c'est vrai que les équipes d'Eurazeo avec Pierre Ménien, ça a été tout de suite une confiance et une envie de travailler ensemble. Et finalement, tout le monde s'est donné les moyens de réussir ce projet. On est rentré en négociation exclusive extrêmement rapidement avec Eurazeo et les équipes d'Eurazeo sont extrêmement présentes également en ce moment dans le déploiement de la stratégie. Qu'est-ce qui les intéresse chez vous, Olivier? Pas sur l'actuel, mais sur la perspective, j'imagine. Là, quand une société d'investissement comme Eurazeo vient s'investir au capital d'une entreprise, c'est qu'elle imagine des perspectives intéressante, très intéressante, j'imagine. Alors, on l'imagine tous. Ouais. Groupe Premium, depuis 2018, a été métamorphosé, clairement, puisque entre avril 2018 et aujourd'hui, les encours sont passés de 490 à 2,9 milliards sous gestion, puisqu'on est rentré en négociation exclusive avec Ferry, donc pour la partie gestion d'actifs. Ah oui, déjà, ça consolide sur le pôle gestion d'actifs, là. Oui, on est dans notre troisième opération de croissance externe sur le pôle gestion d'actifs. Alors, on attend évidemment l'agrément de l'AMF pour cette opération, mais on est en négociation exclusive avec Ferry. Donc ça a porté nos encours à 2,9 milliards. On a un chiffre d'affaires qui a quasiment triplé en 3 ans, en passant de 25 à 66,7 millions d'euros le 2020. Donc une très forte croissance portée par 3 entreprises, donc Cap Finance, qui est dirigé par Didier Laurent Zerbib, qui a eu une croissance exceptionnelle entre 2018 et aujourd'hui. Donc là, c'est la partie courtage. Là, c'est la partie courtage, tout à fait. Également dans la partie courtage, Predictis, dirigé par Emmanuel Bourrier, exactement la même configuration. Donc très très belle progression entre 2018 et aujourd'hui. Alors, je vous avoue que sur ces 2 entités, on a été porté également par ce nouveau produit
extraordinaire, qui est le PER, extraordinaire. Tout le monde tresse des louanges au PER. Oui, bien sûr. Alors, nous, on a été, pour le coup, les premiers. Moi, je disais déjà en juillet 2019, quand on a connu les contours du PER, travail formidable de Lionel Corr, qui a vraiment su. Il y a eu beaucoup de concertation sur ce produit et beaucoup d'intelligence dans sa conception. On a été les premiers à le lancer en France. Le 1er octobre 2019. Donc probablement qu'on a pris une avance significative sur le marché. Leader. Oui, on était vraiment prêts. Le 1er octobre, je crois que le 1er octobre, d'ailleurs, il y a eu les premières souscriptions. Donc, on était, je pense, le groupe de gestion de patrimoine qui a effectué la première souscription en PER en France. Donc, on est porté par ce produit qui est tout simplement révolutionnaire. Et nos collectes sur l'épargne retraite, on est en progression de 160%, donc c'est incroyable d'une année sur l'autre. Donc là, oui, le PER. Après, évidemment, il y a une croissance qui est due à un déploiement géographique formidable, opéré à la fois par Cap Finance et Prédictis. Donc il y a un déploiement national qui est en train de s'effectuer depuis. On est passé de 5 à 20 centres d'affaires en France, avec la volonté évidemment de continuer. Et puis le pôle de gestion d'actifs qui est présidé par Benoît Jovert, qui a réalisé 3 opérations de croissance externe et qui est passé de 200 millions d'encours sous gestion, donc petite société de gestion en 2018. À combien maintenant en intégrant Ferry on va être à plus d'1,8 milliard. Donc là, il y a quand même une grosse progression. L'effet PER, il est encore devant ou une bonne partie de... Ah oui, oula. Bien sûr. Je pense qu'on a entre 5 et 10 ans on a un boulevard sur l'épargne retraite en France. Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que le terme retraite, déjà, ouais. Bien sûr, c'est une niche absolument extraordinaire. Aujourd'hui, la retraite, c'est pas que le PER. La retraite, c'est il faut adapter un certain nombre de produits. Le fait qu'on ait un produit qui porte ce nom retraite. Ah oui. Ça change quelque chose. C'est miraculeux, vraiment, d'un point de vue... Et puis les avantages de ce produit, tous les viraux psychologiques ont sauté. C'est-à-dire que le fait qu'on sortait en rente sur une loi Madelin ou un PERP, aujourd'hui on sort en capital. Ça, c'est déjà le premier verrou psychologique extraordinaire. Le deuxième, c'est le fait de pouvoir libérer le produit en cas d'achat d'une résidence principale. Ça aussi, c'était un blocage psychologique, ce qui est très peu utilisé, finalement, par nos clients. Mais... psychologiquement, ça change quelque chose. Exactement, ça change quelque chose. Bien sûr. Donc voilà, on a été, je crois, très porté aussi par ce produit. Et... Comment vous voyez la stratégie ? Alors, beaucoup de croissance externe finalement. Est-ce que, alors sur la partie gestion d'actifs, là vous êtes sur une nouvelle opération aujourd'hui, vous l'avez dit, Olivier, sur la partie courtage, est-ce que c'est un marché encore qui a besoin d'être fortement consolidé à travers les deux marques Prédictis, Cap Finance ? Là, est-ce qu'il y a encore du travail à faire de ce point de vue ? On en est convaincu. En est convaincu. Aujourd'hui, il y a, c'est vrai, beaucoup de regroupements. Donc il y a des acteurs majeurs qui sont souvent présents sur les mêmes dossiers, mais Groupe Premium a très clairement un énorme appétit en termes de croissance externe, mais attention, très ciblé, de façon stratégiquement intéressante pour le groupe, donc ciblé sur l'épargne retraite, sur l'assurance vie, sur la gestion de patrimoine. Mais vous ne sortez pas de ça ? Non, on ne sort pas de ça. Alors ça peut être à la marge, 10 ou 20% du chiffre d'affaires de notre cible, mais certainement pas pour une majorité du chiffre d'affaires. Dès que ça sort de ce cadre, on n'est plus sur le dossier. Il faut dire un mot de la dynamique commerciale, Olivier Farouz, et notamment de ce que la crise pandémique en 2020 a révélé. Alors, à la fois du manque de digitalisation de vos métiers, et en même temps, pour vous, j'ai l'impression que ça a été plutôt une opportunité. C'est-à-dire, jusqu'en mars 2020, ça vous me le disiez juste avant qu'on commence l'interview, mais vous signez tous les contrats avec vos clients en face à face. C'est comme ça que ça se passait jusqu'en mars 2020. On n'a jamais réalisé une vente chez Groupe Premium avant mars 2020 autrement qu'en face à face. Jamais une seule. En mars 2020, on se retrouve comme tout le monde, confiné, et là on se dit aïe. Donc il va falloir changer un peu nos process. Et en 12 jours, on a réalisé, alors grâce à des équipes absolument extraordinaires qui étaient mobilisées jour et nuit, on a déployé justement ces systèmes de visio pour les deux entités, Cap Finance, Prédictis, et puis un système de signature électronique qu'il a fallu faire valider par nos 3 partenaires, qui sont Swiss Life, Aviva, GAN, en 12 jours. C'est un projet qui doit prendre entre 6 mois et 1 an en général. On l'a fait en 12 jours. J'avais dit au début de la pandémie, je disais que cette pandémie allait révéler
je pense, de grandes disparités dans tous les métiers. Et en fait, on se rend compte que l'agilité, la motivation et l'envie font la différence. Et on voit très clairement que dans notre secteur, qui est quand même pas... tout le monde dit que notre secteur s'en est bien tiré, c'est sûr que par rapport... C'est pas le secteur le plus à plaindre. Et bien sûr, vous avez tout à fait raison. Oui. Quand on voit les voyages, l'événementiel ou la restauration, ça c'est sûr qu'on n'est pas à plaindre. Mais le secteur était quand même à moins 22, moins 25 en collecte l'année dernière. Quand nous, on a fini à plus 50. Donc, enfin, plus 30% de chiffre d'affaires, mais plus 50 en collecte. Donc, c'est quand même là aussi la motivation de nos équipes, de toutes les équipes du groupe Premium, que ce soit chez Cap Finance, chez Predictis ou chez Fleurnoy, qui a fait la différence. Ouais, j'entends, c'est la motivation qui fait la différence, mais cette motivation, elle vient d'où, Olivier? C'est un peu de gestion de ressources humaines, là, parce que vous êtes quand même plusieurs centaines de collaborateurs et partenaires là, chez Groupe Premium. J'ai fait le choix en avril 2018. Je suis pour le partage de la valeur d'entreprise. Je suis convaincu qu'une entreprise, c'est pas un homme ou deux hommes ou trois, c'est l'ensemble des équipes. Quand Montefiore Investment est rentré au capital, j'ai fait le choix de proposer à 69 personnes, et d'ailleurs en accord au moment où Didier et Laurent Zerbib sont rentrés également au sein de Groupe Premium en octobre 2018, ils ont fait le même choix que moi, et on avait 69 collaborateurs qui étaient au capital de Groupe Premium, ce qui représentait environ 1/5 de nos effectifs de l'époque. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Razéo très bientôt, on va passer de 69 à 230 collaborateurs au capital. Ce partage de la valeur d'entreprise a créé une dynamique absolument extraordinaire et continuera de le faire évidemment, puisque là on est sur 3 fois plus de personnes physiques qui vont être actionnaires du groupe, et ça c'est absolument extraordinaire en termes de motivation, c'est clair. Bon, voilà pour la stratégie de Groupe Premium, nouvelle phase de croissance, ou en tout cas une poursuite de l'accélération de la croissance là, qui va se mettre en place avec ce nouvel actionnaire majoritaire, Eurazeo PME, qui entre à votre capital. Merci beaucoup Olivier, merci d'avoir été avec nous pour parler de cette actualité, de la consolidation et la dynamique de ce marché de l'industrie patrimoniale. Olivier Farouz, le président de Groupe Premium, qui était avec nous dans Smart Bourse, invité de la mi-journée sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.